Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir comment choisir le matériel pour assembler votre NAS DIY. Dans cette première vidéo d'une longue série, je vous propose, alors ça va pas être l'ordre chronologique, mais je vous propose de découvrir donc comment sélectionner du matériel pour un budget entre 300 et, on va dire nos limites, mais allez, jusqu'à 1000 € maximum. Choisir du matériel qui va vous permettre de vous monter un NAS soit économique et efficace, soit surpuissant si vous avez besoin d'une machine, une petite bête de course. Quand je parle de ce budget-là, évidemment, je parle de budget hors stockage. Il n'y a que les fabricants de disques durs, donc de stockage, qui commercialisent des NAS avec du stockage intégré. Tous les fabricants de NAS, qu'on parle de QNAP, Synology et autres, et même les petites machines NAS que vous pouvez trouver dans le commerce, sont toujours commercialisées sans stockage. Et donc ça, ce sera un budget supplémentaire qu'il faudra débourser si vous voulez avoir du stockage. Et on en parlera dans une vidéo dédiée du stockage. Alors, devant moi, j'ai le matériel que j'ai sélectionné, qui est le matériel qui correspond à mes besoins personnels, mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce dont vous avez besoin vous, et en tout cas les questions qu'il faut vous poser pour pouvoir choisir, sélectionner le matériel dont vous avez besoin. Soit si vous voulez recycler du matériel, ici c'est que du matériel neuf, mais vous pouvez recycler du matériel d'occasion, soit si vous voulez vous lancer dans des achats neufs, quel type d'achat vous devez utiliser. Alors pour ça, en arrière-plan ici, je vais faire un enregistrement sur Amazon. Je vous montrerai du matériel qu'on peut trouver sur Amazon. Évidemment, vous pouvez choisir le site de commerce que vous voulez. Je vous rappelle juste, je le fais pas souvent dans beaucoup de vidéos, mais je vous rappelle juste que, on le voit là, je suis partenaire Amazon, et donc tous mes liens sont affiliés, et c'est ce qui me permet entre autres de payer mes licences de logiciels pour faire le montage, des choses comme ça, pour tout le contenu que je fais sur YouTube. Qu'est-ce que c'est qu'un NAS? Et là, je vais le synthétiser en moins d'une minute. Historiquement, un NAS, c'est une machine que vous avez sur votre réseau local, donc qui est connectée à votre réseau, alors normalement en réseau Ethernet câblé. Évitez de relier un NAS en Wi-Fi, parce que même si vous avez un très bon Wi-Fi, l'objectif d'un NAS, c'est de stocker des données. Beaucoup de données, énormément de données à des débits importants. Et donc, si vous le faites sur un réseau Wi-Fi, aussi bon que soit votre réseau Wi-Fi, vous serez bridé par votre débit maximal Wi-Fi, très probablement, et c'est dommage. Donc un NAS, c'est une machine dédiée sur laquelle, normalement, vous avez une certaine quantité de stockage, et sur laquelle toutes vos autres machines du réseau vont venir y stocker les données. Alors, pourquoi historiquement on a des NAS? C'est parce que, vous savez que vous manipulez tout le temps des données, que ce soit sur vos machines personnelles, ordinateur fixe, ordinateur portable, tablette, smartphone, et pour des raisons quelconques, ça peut tomber en panne, ça peut être perdu, un smartphone, vous pouvez le perdre, et donc c'est important de copier ces données sur un stockage fiable, à long terme, et redondé de manière à éviter, en cas de défaillance matérielle ou de défaillance logicielle, de perdre toutes ces données d'un coup. Alors évidemment, on centralise tout dans une machine qui s'appelle un NAS, mais cette machine-là est prévue pour tolérer la panne, et donc réagir en cas de besoin. Alors ça, c'est la définition un peu historique, et un peu synthétisée à ma sauce, qu'on peut faire d'un NAS, mais un NAS de nos jours, il y a plus vraiment, à part chez les professionnels, il y a plus vraiment ce côté aussi strict du terme, puisqu'un NAS c'est devenu finalement un petit serveur, une petite machine, comme vous pouvez avoir ailleurs. Ces machines sont en général très puissantes, très efficaces, et donc ça ressemble à un petit PC en fait. C'est juste que ce PC vous le dédiez à des usages exclusifs de stockage de données et des services additionnels, puisque sur un NAS, comme vous avez quand même une machine relativement puissante, vous pouvez y faire des services additionnels comme du streaming vidéo, du stockage type cloud, donc comme vous feriez du stockage cloud sur un Google Drive par exemple, vous simulez la création d'un stockage cloud avec votre stockage dans votre NAS, des services de virtualisation pour faire de la domotique ou des petits serveurs web par exemple, donc vous pouvez mettre sur votre serveur NAS votre propre serveur web et vous auto-héberger, donc tout un tas de services que vous pouvez mettre sur un NAS. Alors, pour ça, pour créer un NAS, il y a plusieurs choix matériels qui sont possibles, et on me pose régulièrement la question, est-ce que je peux faire un NAS avec un Raspberry Pi? Alors, en 2020, bientôt 2021, je dirais que non. Il y a des solutions techniques pour le faire, oui. Il y a même j'ai vu une petite solution chinoise, que j'ai relancée d'ailleurs plusieurs fois, pour faire ce test-là, à base de Raspberry Pi pour créer un NAS à base de single board computer, donc de ces Raspberry Pi. Mais quand même, je dois vous mettre en garde, même si techniquement on peut faire des choses, vous allez être très bridé en termes de performance, en termes de mémoire, en termes de débit, etc. Ce type de machine-là n'a pas les ports SATA nécessaires pour y connecter un tas de disques. Donc oui, on peut faire des choses, mais non, c'est pas approprié. Maintenant, vu comment s'oriente le marché, je pense que dans quelques années, effectivement, peut-être pas sur la machine Raspberry Pi en elle-même, mais peut-être que vous aurez des single board computers à base de processeurs RISC qui seront très efficaces et qui pourront vous permettre de faire des NAS
qui chauffe pas, moindre coût, fiable, etc. Pour le moment, on met ça de côté, vous oubliez, pas de Raspberry Pi ou de choses comme ça pour faire un NAS. Première configuration, on est largement en dessous des 250 € en termes de budget retenu, donc vous voyez que je vous ai pas menti. On a une configuration tout terrain, qui sera certainement pas la plus performante que vous pouvez faire, mais qui tiendra la route en termes de NAS. Pour un NAS jusqu'à 4 disques durs, c'est tout à fait correct. On est ici sur une ASRock J4105 ITX. On reviendra ensuite dans le détail de en quoi ça consiste. C'est une carte mère SoC, donc vous pouvez pas changer le processeur, il est soudé dessus. Donc elle est moins bonne en termes d'évolutivité que les deux plateformes que je vais vous montrer après, mais elle coûte aussi beaucoup moins cher, puisque le processeur et la carte mère sont en bundle, en gros, hein, si on veut voir ça comme ça. Je vous ai mis 4 Go de mémoire vive, vous pourrez pas mettre TrueNAS, mais vous pourrez mettre OpenMediaVault. On verra aussi après les différences de TrueNAS et d'OpenMediaVault. Mais TrueNAS aura du mal avec 4 Go quand OpenMediaVault sera largement à l'aise avec 4 Go. Donc là on est plutôt sur un NAS entrée de gamme, mais qui tient la dragée haute à un Synology, je vous montre ça tout de suite après. J'ai retenu une alimentation de chez Corsair, une 450 watts, ça va largement suffire pour l'installation que vous voulez, et le boîtier dans lequel je vais faire de l'assemblage, comme ça vous aurez quelque chose de similaire à ce que je fais. Vous voyez que ce boîtier coûte 90 €, je vous montrerai des variantes un peu plus tard dans la vidéo si vous êtes intéressé. Au niveau de cette carte mère ASRock, il y a des variantes plus modernes. Moi je vous ai mis celle qui était intéressante en ce moment en termes de prix, mais vous avez la J5005. Elle est 20 € plus chère, mais elle est un peu plus puissante. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. C'est une génération de processeurs plus moderne, un petit peu plus performant, donc ça peut être aussi une alternative sympa. Configuration intermédiaire, si par hasard la configuration précédente ne vous suffit pas. C'est la configuration que je me suis créée pour moi, c'est à moins de 400 €. Je pense, pour faire du stockage, que la configuration précédente m'aurait suffi. C'est juste que je veux pas prendre le risque de me retrouver bloqué avec une machine que je peux pas faire évoluer en termes de processeur par exemple, donc j'ai préféré payer un petit peu plus cher et avoir la solution de pouvoir mettre à jour le processeur par exemple plus tard avec un processeur d'occasion ou autre. Donc j'ai fait ce choix-là, mais maintenant c'est un budget qui est supplémentaire, donc à vous de voir. Donc ici on est sur une machine avec un Pentium G 6400, donc Pentium G 6400 on est sur du 2 corps 4 threads, donc il a l'hyperthreading quand même d'activer, alors c'est un petit peu plus limité que 4 corps, mais globalement en termes de performance, non seulement vous aurez à peu près le ressenti de 4 vrais corps sans hyperthreading, mais en plus surtout sa fréquence est largement supérieure à la solution précédente, et donc là vous allez avoir un vrai gain en termes de performance brute pour ce processeur là. TDP de 58 watts, largement gérable avec une petite solution de rien du tout en termes de refroidissement. Vous montez à 128 Go en mémoire vive maximum, je pense que vous irez pas jusque là, mais c'est possible, et surtout vous avez une petite carte graphique intégrée au processeur, donc pas besoin d'avoir de carte graphique additionnelle, vous gardez la possibilité d'exploiter votre port PCI Express à autre chose, une carte réseau plus haut de gamme si vous voulez, ou une carte contrôleur SATA si vous voulez aller à 8 disques par exemple au niveau stockage. Donc en termes de mémoire forcément on a changé, on est passé maintenant sur du format type mémoire PC, donc la DIMM standard, plus de la SODIMM puisqu'on est plus sur un format de mémoire pour ordinateur portable. J'ai mis un truc qui est un peu surdimensionné, honnêtement si vous trouvez des meilleurs rapports qualité-prix, c'est intéressant, pas besoin de monter aussi haut en termes de fréquence, puisque de toute façon, que ce soit ce processeur-là ou le processeur suivant que je vous montrerai, n'ont pas besoin de kit d'aussi bonne qualité, mais franchement la mémoire est tellement peu chère en ce moment que ça va jouer à une dizaine d'euros maximum, mais vous pourrez je pense optimiser le budget mémoire en allant un petit peu moins cher, avec une mémoire un petit peu moins haut de gamme. Vous pouvez passer aussi à seulement 4 Go si vous voulez retenir OpenMediaVault au lieu de TrueNAS. C'est une solution de NAS plus légère, et donc vous pouvez vous contenter de moins de mémoire. Ça peut être intéressant, là vous divisez par 2 à peu près le budget mémoire. Pour la carte mère par contre on a fait un gros pas en avant, on a une carte mère beaucoup plus évoluée, on va voir dans le détail après ce qu'elle est capable de faire, mais ici forcément on monte en termes de prix, on est sur une toute dernière génération Intel, ça coûte cher, vous pouvez passer sur du socket 1151, ça vous coûtera moins cher, mais bah voilà, ce sera un compromis à faire. Soit vous voulez la toute dernière génération avec les toutes dernières générations de processeurs et la possibilité de facilement avoir accès à ces processeurs-là, soit vous êtes plutôt sur la génération d'avant, elles sont un peu plus compliquées à se procurer, on en trouve encore mais c'est un peu plus compliqué, et sinon vous serez peut-être dans le marché de l'occasion, mais ça peut être super intéressant si vous voulez en avoir pour moins cher. En termes d'alimentation et de boîtier, toujours la même chose, je proposerai des alternatives plus tard, mais pour le moment, j'ai retenu cette solution-là. Maintenant, la variante haut de gamme, on est à 445 €, un i3 10e génération, donc un 10100. Donc je vous ai mis ici la fiche technique, c'est un 4 core 8 threads,
4 Go 30 en boost, 3 Go 60 en base clock, donc en fréquence de base, 65 watts de TDP, donc ça reste très facile à gérer en termes de refroidissement, 128 Go maximum en termes de mémoire vive, et une carte graphique intégrée UHD 630, mais bon ça on s'en moque un petit peu pour un NAS, ce qui est important c'est d'avoir la carte graphique intégrée pour que tout démarre. À côté de ça, toujours la même barrette de mémoire de 8 Go, ce qui permet d'avoir un petit peu d'évolutivité. Toujours la même carte mère en socket 1200, compatibilité oblige avec le processeur, la même alimentation 450 watts et le même boîtier. Et vous voyez qu'on est sur un budget qui reste quand même contenu, même si c'est cher, ça reste c'est du haut de gamme, c'est du NAS haut de gamme, mais par rapport à ce qui est un vrai NAS haut de gamme préfabriqué, QNAP, Synology et autres, on est quand même beaucoup moins cher. Et là, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 4 disques durs, et plus si vous mettez une carte contrôleur SATA, mais il faudra rajouter un petit budget. Une comparaison très rapide avec les NAS du marché, j'ai pris Synology, ça aurait pu être QNAP ou une autre marque, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut avoir pour le même prix. Par rapport à la config d'environ 250 €, chez Synology on a un DS 218-219 Play, ce qui est tout à fait correct, hein. Le but c'est pas de dénigrer les produits de chez Synology ou QNAP, c'est des produits qui sont clés en main, donc évidemment alors il y a juste à mettre les disques durs dedans, mais tout est géré pour vous, vous avez une machine qui fonctionne avec un OS qui est déjà préinstallé, une expérience du domaine et tout ça, donc ça a aussi un certain coût. Ce que je veux juste vous montrer, c'est que pour le même prix, vous pouvez vous faire une petite machine qui a un niveau d'évolutivité qui est supérieur, qui a un niveau de configuration qui est supérieur, qui vous propose des alternatives, vous pourrez changer d'OS, vous pourrez faire upgrader doucement le matériel, c'est l'idée de ce que je veux vous montrer. Donc c'est pour ça que je vous compare ça avec des NAS du marché. Alors ces NAS ont quand même d'autres avantages, en plus de ceux que j'ai déjà indiqués, c'est en particulier qu'ils sont extrêmement compacts, ils sont basés sur des architectures très spécifiques, ce qui leur permet d'avoir des boîtiers très compacts avec quasiment juste l'encombrement des disques en termes d'encombrement global. Par contre, c'est des boîtiers qui sont moins évolués en termes de fonctionnalité. Vous voyez par exemple que même ici sur un NAS à 250 €, vous avez moins de connectiques que sur la machine la moins chère que je vous ai présentée. Vous avez qu'il y a par exemple ici un port gigabit et 2 ports USB 3 et c'est tout, et puis 2 disques en interne et c'est tout. Voilà, donc c'est pour bien vous faire comprendre que pour le même prix, vous n'aurez pas quelque chose d'aussi bien chez un fabricant, par contre vous aurez quelque chose de plus facile peut-être à appréhender. Dès qu'on tape dans du NAS un petit peu plus haut de gamme, que ce soit parce que vous voulez en façade pouvoir extraire les disques 3 pouces et demi, soit parce que vous voulez en mettre 4 des disques, donc un NAS à 4B ou un NAS à 4 emplacements internes, vous montez très vite très haut en termes de prix. Donc là vous voyez qu'on a déjà dépassé le prix de la machine la plus chère que je vous ai présentée. Et la machine la plus chère, je peux vous dire qu'elle met une claque en termes de performance brute à ce type de machine-là. Donc c'est à prendre en compte parce que vous ferez quelque part aussi des économies de budget. D'autant plus si on compare en plus maintenant la connectique, toujours parce que c'est intéressant de comparer la connectique, vous voyez qu'on est sur deux Ethernet à l'arrière, 2 ports Ethernet à l'arrière, donc c'est intéressant, mais vous voyez qu'on peut avoir ça avec un petit PC. Vous avez du eSATA, alors ça le eSATA c'est quelque chose qui est en voie de disparition malheureusement, mais c'est quand même sympa le eSATA parce que ça permet quand même rapidement de brancher un disque dur externe sur une machine, une alimentation qui est propriétaire et puis un port USB 3 à l'arrière. Pour une machine qui a... Alors, même si elle a une architecture un petit peu spéciale, vous voyez qu'elle a par défaut que 4 Go de RAM, elle a un slot M2 qui n'est pas provisionné mais qui vous permet quand même de mettre dessus un petit SSD M2, et vous voyez que on a un processeur qui est un quad-core de fréquence largement inférieure à ce que vous pouvez avoir avec un i3. Voilà, je vous laisse regarder le prix des NAS sur Amazon ou ailleurs, vous verrez qu'on est dans ces budgets-là, et donc au final vous ne serez pas perdant si vous partez sur le NAS DIY, mais par contre, il y aura cet assemblage et cette configuration initiale, donc il faudra suivre toutes les étapes de mes différentes vidéos, sinon, quelque part j'ai peur de vous perdre, donc si jamais vous ne vous sentez pas à la fin du visionnage de mes vidéos, si vous ne vous sentez pas à le faire, vous vous dites c'est pas à ma portée, malgré toutes les explications qu'il m'a données, je me sens pas d'installer ma machine, même si c'est pour moi des étapes très simples, très faciles à suivre, et il n'y a pas de raison de se rater, vous en aurez pour votre argent avec un NAS Synology ou un NAS QNAP, puisque ce que vous achèterez sera fonctionnel, il n'y a pas de risque que vous ne puissiez pas l'utiliser, alors qu'avec un NAS DIY, vous allez investir de l'argent, et il faut être sûr derrière que vous puissiez arriver au bout de votre projet. Donc je veux mettre ça au clair dès le départ dans cette vidéo, que ce soit bien clair. Les NAS Synology, QNAP et compagnie ne sont pas moins bien,
Ils sont parfois plus chers pour un rapport qualité-prix moins bon, mais en même temps, comme ils proposent tout d'emblée facile d'accès, pour quelqu'un qui débute, c'est peut-être plus simple aussi d'attaquer directement sur ce type de machine. À vous de voir. En tout cas, si vous voulez une évolutivité maximale, un NAS DIY que vous avez assemblé, forcément vous choisirez ce que vous pouvez mettre dedans. Vous le ferez évoluer en fonction de vos besoins, il vous durera plus longtemps, et en cas de panne, vous serez autonome pour réparer, alors qu'avec une solution de ce type-là, c'est très propriétaire, donc vous pourrez pas réparer tout seul, vous n'aurez pas accès au matériel pour réparer. Enfin, quatrième configuration qui est en fait une variation des trois autres. J'ai pas changé le cœur de la machine, ce que j'ai enlevé c'est l'alimentation et le boîtier. Et je l'ai remplacé, alors il est malheureusement pas en stock chez Amazon, donc je l'ai mis chez LDLC, je l'ai remplacé par un boîtier de chez Inwin, le IWMS04. Ce boîtier coûte 160 €, ce qui est plus cher que le boîtier de chez Fractal, mais il inclut une alimentation. Alors une alimentation qui a une particularité, je vais vous la montrer tout de suite. Avec ce boîtier-ci, donc comme vous avez alimentation boîtier, vous pouvez mettre, comme je vous l'ai dit, la mémoire et la carte mère et s'il y a besoin le processeur des trois configurations précédentes. Donc c'est une variation autour du boîtier et de l'alimentation. Ce boîtier de chez Inwin, il a des particularités, on le voit ici, il est équipé de 4B en façade. Ces 4B permettent d'y mettre des disques durs de 3 pouces et demi, donc ça vous permettra en façade et rackables d'avoir des disques durs extractibles à chaud si vous faites du SATA. Et sur le dessus ici, vous avez le petit lecteur, le petit emplacement pour un lecteur de DVD, de Blu-ray. Alors c'est un emplacement pour les lecteurs mobiles, donc les lecteurs que vous pouvez mettre sur les ordinateurs portables, mais ça vous permet aussi d'avoir ça en façade. Il a les ports USB 3 en façade, et puis le petit bouton d'alimentation. La porte en elle-même est verrouillable, donc ce qui vous permet d'empêcher son ouverture. Alors ce boîtier-là a des avantages, évidemment, je vous les ai listés, mais il a aussi quelques inconvénients. Un des inconvénients, et le voit ici, l'espace dans le boîtier est très limité, et surtout au-dessus du processeur. Donc si vous avez un processeur un petit peu puissant, il va falloir partir sur un refroidissement un peu spécial, un refroidissement type serveur avec des radiateurs très, très low profile, ce qui va être un petit peu contraignant. En fait, toute cette place qui est au-dessus ici, va être perdu entre guillemets puisque vous ne pourrez pas y mettre grand chose. L'espace où il y a les racks prennent en fait toute la place au-dessus de la carte mère, ce qui est un petit peu embêtant. Vous pouvez mettre un SSD sur le côté ici du châssis, donc si vous voulez en plus vous pouvez y stocker un lecteur de pouce et demi de recyclage pour vous faire un cache si nécessaire. Le châssis où vous mettez la carte mère est extractible, alors évidemment il faut avoir un petit radiateur parce que sinon on peut pas l'extraire avec le tiroir. Mais ça peut être pratique pour intervenir sur la machine s'il y a besoin. Par contre, son inconvénient, je sais pas si on le verra beaucoup, mais c'est l'alimentation. Je vais retourner sur l'image ici de LDLC, on le verra peut-être mieux. Voilà, l'alimentation qui est ici est une alimentation splittée. C'est une alimentation qui s'appelle Flex ATX, qui est pas très puissante, qui fait 260 watts, et surtout, ce qui est embêtant, c'est que ce sont des alimentations qui sont, alors, standardisées. Donc si vous cherchez Flex ATX sur Amazon, vous trouverez des alimentations de ce type-là, mais vous verrez qu'au niveau du prix, ça reste quand même relativement cher, surtout si vous voulez taper sur l'alimentation de qualité, comme les alimentations de chez Silverstone, mais il y en a d'autres. Les alimentations Flex ATX ont en général une réputation d'être moins fiables, alors de toute façon elles sont moins puissantes, mais elles sont un petit peu moins fiables, et surtout elles sont plus compliquées à remplacer quand vous avez une panne, parce qu'elles sont beaucoup moins faciles à trouver, et un peu plus chères. Voilà, donc c'est l'inconvénient de ce boîtier-là, mais en même temps, une alimentation, si jamais elle venait à vous lâcher, elle est toujours plus facile à remplacer en Flex ATX qu'une solution avec un NAS quelconque, Synology, QNAP et compagnie, qui sont des alimentations très propriétaires pour le coup, qui seront de toute façon plus compliquées à remplacer. Voilà, maintenant qu'on a vu les trois configurations cibles, je vous propose d'aller voir dans le détail comment on choisit ce matériel-là. Donc quelques conseils, pourquoi Intel, pourquoi AMD, pourquoi l'un, pourquoi l'autre, ou peu importe, comment on choisit son alimentation, comment on choisit sa carte mère, comment on choisit son boîtier, et puis on reviendra dans le détail sur les pages Amazon, je vous expliquerai pourquoi choisir ce matériel-là. Là je voulais juste vous faire une synthèse en tout début de la vidéo pour vous dire ce que j'ai retenu, pour vous expliquer ce à quoi vous attendre dans le reste de la vidéo. Alors, quand on fait un NAS, on a deux grandes possibilités quand on part dans le processeur et la machine standard PC. C'est le monde Intel et le monde AMD. Ce sont deux mondes disjoints, c'est-à-dire que même si au final vous allez avoir des machines semblables, c'est un choix que vous devez faire au départ, de choisir soit une machine Intel, soit une machine AMD. Alors pour le monde AMD, j'ai pas le pendant du Pentium, mais de toute façon c'est pas très grave. En gros donc, chez Intel, vous avez deux gammes. Vous avez la gamme, on va dire, low cost, qui s'appelle Pentium. Et puis ensuite vous avez les Core i3, i5, i7 et i9,
plus le chiffre derrière le i est important, évidemment, plus le processeur est censé être efficace. Chez Intel, vous avez aussi le Intel Celeron, mais bon, on va passer sous silence, même si je vais en parler dans cette vidéo parce que je vais vous proposer du matériel pas cher à partir de Celeron, mais si dès que vous voulez commencer à avoir quelque chose un petit peu puissant, on commence au minimum sur la gamme Pentium. Côté AMD, vous avez évidemment le Ryzen, donc c'est le même principe, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, avec différentes générations, mais plus le chiffre augmente, plus en général le processeur est performant. Et puis vous avez la gamme Athlon, une gamme Athlon qui est l'équivalent de la gamme Pentium, donc l'entrée de gamme, on va dire, de chez AMD. Pour faire du NAS, sauf si vous avez besoin de quelque chose d'extrêmement puissant, je vous déconseille de partir, comme ici c'est une boîte de Ryzen 7 2700X, je vous déconseille de partir sur du processeur très haut de gamme, sauf cas très particuliers où vous avez des besoins de puissance, donc du transcodage de vidéos à la volée, des choses comme ça, parce que sinon ça va faire des machines qui consomment énormément, qui chauffent beaucoup, et du coup qui sont compliquées à maintenir sur le long terme. C'est pas des machines, l'idée d'un NAS, c'est une machine qui va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, normalement, et donc c'est des machines qui doivent être efficaces, efficientes en termes de consommation d'énergie, et si vous mettez dedans des processeurs qui consomment beaucoup et qui chauffent beaucoup, vous allez avoir sur le long terme des soucis, puisque ça demande de l'entretien, ne serait-ce que pour le nettoyage, des filtres et tout ça, mais aussi pour optimiser la machine pour qu'elle chauffe le moins possible et qu'elle consomme le moins possible. Donc, le choix que vous devez faire dès le départ, c'est est-ce que vous partez sur une plateforme Intel, est-ce que vous partez sur une plateforme AMD. J'ai fait le choix d'une plateforme Intel, honnêtement, j'aurais pu faire le choix d'une plateforme AMD. Je vais vous expliquer après, le choix s'est porté sur la carte mère, c'est-à-dire j'ai cherché quelle carte mère pouvait répondre à mes besoins, et en fonction de ça, j'ai choisi le processeur qu'elle est avec. Moi, ma marque de cœur étant actuellement plutôt AMD, même si j'utilise depuis très longtemps des machines à base de processeurs Intel, que ce soit sur mes machines fixes ou mes machines portables, les processeurs Intel sont en ce moment en perte de vitesse, surtout sur le haut de gamme. Sur l'entrée de gamme, honnêtement, ça fait peu de différence. Que vous choisissiez un Pentium ou un Athlon, que vous choisissiez un i3 ou un Ryzen 3, vous aurez pas de différence majeure, puisque vous n'allez pas l'utiliser dans des conditions où vous allez jouer, et vous allez avoir des besoins de ce type-là. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans mon cas de figure, comme vous le voyez, j'ai choisi le plus puissant des Pentium au moment où je tourne cette vidéo, c'est le Pentium Gold 6400, qui est un processeur LGA 1200, donc ça c'est le socket. Très important le choix du socket, puisque le choix du socket va conditionner la carte mère sur laquelle vous allez pouvoir connecter votre processeur. Donc c'est important de choisir quelque chose qui est en adéquation. Donc ça je vous renvoie vers le montage de PC, c'est assez standard dans le monde de l'assemblage de PC. Donc ici un Pentium double core qui suffira dans la majorité des utilisations, et surtout toute la machine que j'ai architecturée autour de ce Pentium Gold pourrait supporter jusqu'à un Intel i9 si vous voulez, donc vous pouvez aller très très haut en termes de puissance, ça ne posera pas de soucis, vous pouvez mettre un processeur ultra puissant si vous voulez sur cette architecture là. Si ça peut vous permettre d'aller chercher des services auxquels vous n'auriez pas accès avec du Pentium parce qu'il est pas assez puissant, eh bien sachez que vous pouvez aller très très loin. Alors Pentium, Athlon, Ryzen, Intel Core, est-ce que ce sont les seuls choix possibles? Non. Vous avez aussi des petites cartes mères tout inclus, donc avec le processeur Celeron inclus sur la carte mère qui sont très intéressantes. Ça je vous montre sur mon écran et sur Amazon. Vous pourrez faire des économies d'argent en faisant ce choix là, mais vous perdrez en évolutivité, puisque là on a des processeurs, donc on peut changer le processeur quand on a des besoins qui changent en fonction du temps. Ce type de carte mère, la voici, c'est ici la version J5005 ITX. Alors il y en a différentes variantes, plus ou moins récentes, plus ou moins modernes, mais ça reste toutes basées à peu près sur le même principe, un Celeron soudé sur une carte mère ITX, enfin mini ITX pour être précis dans les termes, avec un dissipateur intégré. Donc niveau évolutivité, c'est uniquement, vous pourrez changer la mémoire, vous pouvez ajouter si vous le voulez ici, une petite carte M2 Wi-Fi, donc si vous voulez mettre du Wi-Fi AC ou du Wi-Fi AX, vous pourrez le mettre ici. Je sais pas si les antennes ont des prises externes, mais en tout cas normalement ça devrait vous suffire. Elle a malheureusement qu'un port gigabit Ethernet, et 4 connecteurs SATA, on les voit ici. On voit aussi en bas le connecteur PCI Express que vous pourrez utiliser pour étendre les capacités de votre machine, soit ici dans l'exemple que je vous montre, peut-être choisissez pas ce modèle là parce que j'ai pris un modèle chinois pas cher,
mais une version avec 8 connecteurs SATA, donc un contrôleur et 8 connecteurs SATA, ce qui vous permettra quand même d'étendre vos capacités de stockage de manière assez impressionnante, et en plus, même les câbles SATA sont livrés, ou vous pouvez aussi remettre à jour la partie réseau câblé en passant sur du câblé 2 Go 5. Éventuellement, vous pouvez même envisager de passer sur du réseau 10 gigabits si vraiment c'est un besoin que vous avez. Maintenant, attention, on est sur une petite machine pas chère. Ici, une carte réseau 10 gigabits, ça coûte quand même 100 € au moins cher, en gros, pour avoir un truc quand même qui tient la route. Donc c'est un certain budget. Par contre, le 10 gigabits étant rétrocompatible jusqu'au 100 mégabits, ça peut être intéressant de lui ajouter une carte réseau si vraiment vous avez des besoins de carte réseau. Puis cette carte réseau là, elle peut aussi s'adapter aux configurations que je vous ai montrées, donc quel que soit le type de carte mère que vous avez choisi, vous pouvez lui remplacer sa carte réseau si nécessaire. En tout cas, c'est bien plus upgradable que n'importe quelle solution de NAS grand public. Vous avez un connecteur PCI Express, vous pouvez quand même étendre pas mal les fonctionnalités. Faites très attention pour la mémoire de cette carte mère, j'en ai déjà parlé, mais vous avez bien 2 connecteurs mémoire, mais c'est pas de la mémoire standard, c'est de la mémoire SODIMM. Alors, ça reste technologiquement de la mémoire DDR4, mais faites attention, il faut que ce soit absolument marqué ici SODIMM. La SODIMM, vous la voyez là, c'est une mémoire qui est moins large que la mémoire DDR4. Elle est prévue pour mettre dans des ordinateurs portables, et donc c'est pour ça qu'elle a un format qui est spécifique. Elle a beau être DDR4, elle a un format et un nombre de pins bien spécifique, et il faudra absolument acheter la mémoire qui correspond. Vous voyez que si vous mettez 8 Go, il n'y en a pas pour très cher, chez Crucial, en plus c'est de la mémoire de qualité, 40 €, donc vous pouvez trouver sans souci de la mémoire compatible avec ce type de carte mère, et ça fera un très bon complément, et une petite plateforme très intéressante pour faire un NAS, entrée de gamme on va dire, mais avec des performances tout à fait correctes. Alors on revient à ce Pentium Gold, je vous ai dit socket LGA 1200. Alors si j'avais fait le choix d'un processeur de plus ancienne génération, j'aurais pu choisir une carte mère de plus ancienne génération, mais malheureusement chez Amazon et un peu partout chez tous les revendeurs, la carte mère que je voulais n'était plus disponible. Donc j'ai été obligé de me rabattre sur ce modèle-ci. Alors, ce que je cherchais comme carte mère, et ce que vous devez chercher comme carte mère quand vous voulez chercher un produit de ce type-là, c'est une carte mère qui propose des caractéristiques assez intéressantes, comme le réseau. Je vous rappelle qu'on est en train de faire un NAS, donc il faut impérativement avoir une carte mère qui a un réseau qui suit. Alors, en général, ce qu'on cherche, c'est du réseau de 10 gigabits, mais on va être honnête, vous me notifierez dans les commentaires si jamais vous êtes équipé de réseau 10 gigabits. C'est anecdotique, et je pense que pour les 5 années qui arrivent, ça restera anecdotique. Malheureusement, le réseau de 10 gigabits nécessite un câblage et des équipements spécifiques, et donc pour le moment, je ne pense pas que ça s'adapte aux particuliers. Mais sachez que, idéalement, si vous pouvez avoir une carte réseau 10 gigabits, c'est l'idéal, puisque comme ça, elle sera compatible 1 gigabit, 2 gigabits 5, 10 gigabits, voire les standards intermédiaires, le 5 gigabits et tout ça, donc c'est vraiment l'idéal. Ici, on va faire plus simple, j'ai choisi une carte mère qui a 2 ports gigabits, ce qui permet de faire de l'agrégation de liens, donc ça permettra de coupler les deux ports Ethernet sur avec des câbles réseau standard gigabit, etc. sur un switch standard, et on pourrait faire une agrégation en 2 gigabits si nécessaire, mais cette carte mère là a en plus la possibilité d'avoir un des ports qui tourne en 2,5 gigabits, et ça, pour le grand public, je pense que c'est pas fou d'imaginer qu'on passera prochainement sur du 2,5 gigabits, puisqu'on est sur le même type de câblage, même type mural, je parle, ou de câble pour relier des produits entre eux. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous regardez déjà la partie réseau. Important, est-ce que la partie réseau est au goût du jour. Ensuite, il va falloir regarder la partie SATA et PCI Express. Alors ça, ensuite, ça va dépendre directement du format de carte mère que vous retenez. En carte mère, si vous faites de l'achat ou du recyclage, vous allez voir qu'il y a des formats de carte mère. Vous avez, en gros, pour faire simple, l'ITX, qui est le cas de figure qu'on a ici. Donc ici, j'ai une carte mère ITX qui est compacte. Vous avez le micro ATX, qui est une carte mère au format ATX, mais qui a été réduite en termes de taille. Et vous avez l'ATX. Et puis vous avez d'autres formats évidemment, mais c'est ceux qu'on va considérer pour le moment. Évidemment, tout ça va avoir un impact sur le type de boîtier et la compacité de la machine que vous allez faire. Attention, comme tout, quand on choisit des formats plus compacts, on perd évidemment en certaines fonctionnalités, et donc il va falloir se méfier. Et donc je vous ai dit, comme on fait un NAS, les deux autres choses qu'il va falloir vérifier, c'est les ports SATA, et malheureusement sur cette carte mère, je n'en ai que 4. L'autre truc qu'il faut regarder, c'est les slots d'extension, et ça se fait en PCI Express, donc c'est ce qu'on voit ici sur le carton de la carte mère. Alors cette carte mère, je vais la déballer dans une vidéo dédiée, donc allez regarder la vidéo sur cette carte mère si vous voulez en savoir plus sur ce modèle-ci en particulier. Mais regardez donc le nombre de ports PCI Express de la carte mère, c'est ce qui vous permettra de savoir combien de cartes d'extension vous pourrez mettre. Et ici, sur cette carte mère, il y a un connecteur d'extension PCI Express. Alors en général dessus, on met
une carte graphique quand on fait un PC standard, mais il va falloir choisir un processeur qui embarque le circuit graphique. Et c'est le cas de ce Pentium Gold. Ce Pentium Gold embarque un circuit graphique de base, mais qu'on retrouve dans la majorité des portables standards qui sont équipés de processeurs Intel, donc largement suffisant pour faire en sorte que la machine démarre. Je précise au hasard, si vous vous posez la question, que la carte graphique, qu'elle soit intégrée dans le processeur ou dédiée sur un slot PCI Express, elle est obligatoire, votre machine ne démarrera pas si vous mettez pas de carte graphique. Donc si vous choisissez, surtout dans les gammes LGA 1200, vous choisissez un Intel Core i3 par exemple, qui n'est pas équipé de circuit graphique intégré, il faudra mettre une carte graphique, et vous perdrez votre connecteur d'extension PCI Express, c'est dommage. Donc faites attention à ça quand vous vous lancez dans l'achat de votre processeur et de votre carte mère, choisissez quelque chose qui vous permet d'avoir un circuit graphique intégré, que ce soit en AMD ou en Intel, il y a des solutions pour ça. Cette carte mère, en plus des 4 connecteurs SATA, a aussi la possibilité d'y connecter du M2, donc le M2 c'est le format comme ça de SSD qui se connecte directement sur la carte mère. Alors attention, en fonction des processeurs que vous allez retenir, ces processeurs vont avoir des lignes PCI Express pour la partie M2 ou pas. Donc quand on a un processeur comme ici, des processeurs d'entrée de gamme, Pentium Gold, eux n'ont pas les lignes PCI Express pour faire du M2 PCI Express. Donc vous allez pouvoir faire du M2 SSD. Donc ça va être super important de regarder quand vous achetez votre disque M2, que ce soit bien marqué dessus, M2, SATA, SSD. Ce sera donc du M2 SATA, et donc il y aura une ligne SATA qui sera gérée par le processeur, mais le processeur n'a pas le PCI Express pour faire du M2 PCI Express. Si jamais vous achetez un M2 en PCI Express, il ne démarrera pas, et donc vous vous poserez la question de pourquoi, ce sera la raison. Alors, pourquoi on achète un SSD quand on monte ce type de machine? On n'est pas obligé, donc tout ça c'est très optionnel, c'est si on veut faire des caches. Le SSD est un disque mémoire, et donc il est très efficace dès qu'on veut aller très vite en termes de débit. Et donc lui, il peut servir de cache pour vos disques durs à plateau qui sont plus lents, mais qui sont moins coûteux pour y faire du stockage. Donc on a vu quoi choisir en termes de processeur, je vous ai dit un Pentium ça suffira, mais vous pouvez monter plus haut en termes de performance. La carte mère, on a vu les points critiques, c'est la partie Ethernet, puisqu'on fait du NAS, donc on part sur de l'Ethernet qui tient la route. Celle-ci est en Wi-Fi AC, donc même en Wi-Fi, elle a des antennes intégrées, tout ça. À nouveau, je vous le dis, regardez la vidéo de cette carte mère, si vous voulez voir exactement ce qu'elle fait, elle sortira peu de temps après cette vidéo aussi, donc comme ça vous pourrez voir exactement de quoi elle est capable. Donc elle fait du Wi-Fi AC, donc au cas où, si jamais vraiment vous pouvez pas faire autrement, vous aurez quand même un Wi-Fi double bande en 5 GHz entre autres, qui tiendra la route pour faire des transferts. Et puis donc on vérifie les ports PCI Express et les ports SATA pour avoir ce qu'il faut, pour y connecter quand même au minimum 4 disques SATA et avoir un connecteur PCI Express pour le côté extension. Alors ensuite, une fois qu'on a vu le couple processeur-carte mère, il manque pas grand chose. La dissipation, le dissipateur est inclus en général avec le processeur, même si c'est pas des trucs géniaux qui sont fournis avec, ça suffit pour démarrer et ça vous fera économiser énormément en termes de budget. Si le sujet du refroidissement custom vous intéresse, on verra ensemble le NH U14S ainsi que quelques autres ventilateurs de chez Noctua. Je remplacerai les ventilateurs du boîtier par des ventilateurs PWM et tout ça. Donc on parlera de ventilation, de refroidissement, de ventirad dans la vidéo assemblage. Ici je garde ça de côté pour l'instant au niveau budget. On va partir sur pas cher. Et donc on garde la ventilation fournie avec le boîtier, fournie avec le processeur. Initialement, moi je vous avais réservé cette carte mère là, parce que je trouvais que c'était un bon compromis. Donc là on est maintenant sur de la carte mère standard, alors format ITX, donc comme je vous l'ai dit, compact, que ce soit en largeur ou en hauteur, elle est plus compacte qu'une carte mère ATX standard. Ici on est sur un budget qui était assez contenu, puisqu'on était sur un budget, alors pour la carte mère de environ 120 €. Quand j'ai suivi le prix, en tout cas, c'était à peu près le prix auquel elle était. Donc là, vous avez les suivis de prix, vous voyez 110, 120 €. Donc maintenant, elle est indisponible sur Amazon. Enfin, elle est disponible de temps en temps, mais il faut vraiment surveiller. Et vous la trouverez probablement sur d'autres sites. Donc ici, pour moi, c'était la carte mère qui était idéale parce qu'elle avait un bon compromis entre le budget, qui était de 120 €, le nombre de ports SATA, donc 6 ports SATA, ce qui est exceptionnel, les 2 ports gigabit, ce qui est génial pour faire un NAS, et le socket, qui est un socket d'ancienne génération, ce qui permet de recycler des processeurs qui, en général, se trouvent à moins cher. Alors, côté processeur, vous pouvez vous faire plaisir, vous n'êtes pas obligé de taper aussi cher, mais vous voyez que vous pouvez taper sur du processeur, donc de l'i3, ici, à 3 Go 6. Alors, toujours, les processeurs, on fait bien attention à Alors, même sur Amazon, c'est écrit, la plupart du temps, on vérifie bien ici
le socket, donc ici c'est bien du 1151, faut bien vérifier qu'on est compatible. Par contre vous voyez qu'on monte en prix, c'est-à-dire que là si vous prenez carte mère et processeur un petit peu puissant, on est déjà à 250 € de budget, donc vous voyez on dépassera, on sera plutôt à 350-400 € de budget pour former un NAS, mais le NAS qui en résultera sera bien plus puissant. Dans mon cas de figure, moi je suis monté sur du H470, ce qui me permettra de changer le processeur si j'ai besoin. Alors toujours j'ai pris l'ITX, évidemment si vous n'avez pas de problème de taille, que vous voulez un gros boîtier, compagnie, vous pouvez aller dans l'ATX, moi je vous conseille plutôt de partir sur l'ITX. Voilà la carte mère que j'ai retenue, alors ça coûte plus cher parce que forcément on est sur des cartes mères récentes, avec des processeurs récents, et donc c'est malheureux quand on monte un NAS, pour moi c'est pas forcément la bonne astuce, donc ne suivez pas nécessairement mon conseil à la lettre. Si vous prenez du matériel récent, vous le paierez un petit peu plus cher que du matériel dont personne ne veut, et donc vous voyez là vous venez de prendre déjà 25 € sur la carte mère. Alors la carte mère pour autant elle coûte plus cher mais elle est pas moins intéressante, par contre elle n'a que 4 ports 4 ports SATA, donc vous perdez 2 ports SATA, c'est bien dommage. Et au niveau des ports Ethernet, vous gagnez un port, donc vous avez toujours 2 ports Ethernet, mais vous en avez un qui a à 2 Go 5. Donc ça aussi c'est pas mal. Voilà, donc c'est des compromis à faire, encore une fois. Par contre là on est sur un socket 1200, donc là à nouveau il va falloir choisir le processeur qui est compatible avec cette carte mère. La mémoire, ça reste toujours le même type de mémoire, exactement le même type de barrette que vous pouvez acheter. Par contre, le processeur, on passe en socket 1200. Ici, on va chercher ce processeur-là, donc on voit que c'est un processeur de dernière génération, donc 10e génération, sorti Q2 2020, donc il est tout récent. Donc il est 4 corps 8 threads, 3 Go 6, 4 Go 30 en turbo, donc ça va vraiment vous faire un super NAS, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Tous les modèles de processeurs dans cette génération-là n'auront pas le processeur graphique intégré. Et donc, il faudra bien faire attention que le modèle de processeur que vous prenez est bien le processeur graphique intégré. Sinon, vous aurez des soucis. Voilà, donc moi, je vous conseille ça en termes de processeur, si vous avez besoin d'un NAS qui a besoin d'un processeur puissant. Donc là, vous avez du 4 corps, 8 threads, c'est vraiment pas mal. Moi, je me suis rabattu sur une solution moitié moins chère, qui est pas forcément moitié moins bien, c'est le Pentium Gold. Alors le Pentium Gold G6400 que j'ai retenu, il est toujours LGA 1200, il a lui aussi la carte graphique intégrée, c'est nécessaire. Il consomme un peu moins, son prix est beaucoup plus contenu, et à nouveau, si on fait une petite recherche ici, Intel, vous verrez qu'il a que 2 corps. Alors, ça pour moi, c'est vraiment un gros compromis à faire. Ça suffira dans la majorité des usages, mais privilégiez quand même des processeurs 4 corps, vous serez plus tranquille. Donc là, c'est un 2 corps 4 threads, donc il a de l'hyper-threading. Ça suffira, surtout il a une fréquence à 4 GHz, donc il est quand même assez puissant, même pour un processeur d'entrée de gamme, il suffira à beaucoup d'usages. Pour moi c'est pas un mauvais choix, c'est un bon compromis, c'est pour ça que je l'ai retenu, parce que sinon je l'aurais pas pris. Voilà, sachez que vous avez quand même quelque chose qui est moins puissant que le Core i3, mais qui coûte moitié moins cher. Donc ça va dépendre de vos besoins, ça va dépendre de ce que vous voulez faire de votre machine derrière. Pour faire un NAS de stockage, il n'y a pas de souci. Pour faire de la virtualisation, il n'y aura pas trop de soucis, mais il faudra pas trop en demander non plus. Si vous comptez faire du serveur web avec beaucoup d'accès, des choses comme ça, là ça suivra plus. Il faudra monter sur de l'i3, de l'i5. Donc voilà, ici on a vu à peu près ce que je peux vous proposer en termes de couple carte mère, processeur. Alors évidemment, en termes de processeur, ensuite vous pouvez aller sur de l'i5 beaucoup plus rapide, mais plus vous allez monter dans le haut pour le processeur que vous sélectionnez, plus ça va vous coûter cher. La carte mère ne posera pas de problème, à partir du moment évidemment où vous choisissez le processeur qui va avec, mais il va falloir mieux le refroidir, et puis surtout ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Moi je pense que vous n'avez pas besoin de dépasser l'i3, si vous avez des besoins standards, voire même élevés sur un NAS. Passer sur de l'i5 ou de l'i7, c'est vraiment avoir des très gros besoins que vous voulez sur cette machine-là. En fait, vous en faites plus vraiment un usage de NAS, mais vous virtualisez des choses, ou vous faites du streaming vidéo avec du transcodage à la volée, donc vous avez vraiment besoin de grosses capacités de calcul. Reste à voir ensuite la mémoire. Alors moi j'avais acheté ça initialement, c'est une barrette Vengeance LPX. Alors là c'est pareil, vous achetez la mémoire qui correspond à votre carte mère, donc si vous faites du recyclage de produits qui existent, vérifiez bien, ce sera pas forcément une carte mère DDR4. Ici on est quand même sur des produits récents, donc on est en DDR4, on est sur du 3 GHz, donc 3000 MHz, ça suffit largement. Honnêtement ici, casse et fréquence, c'est pas très important, c'est pas des machines qui ont besoin, enfin qui vont être overclockées, qui ont des gros besoins en termes de mémoire, donc vous pouvez aller dans les choix assez simples, même une barrette, même si c'est pas optimal et que vaut mieux avoir 2 barrettes pour le dual channel, même une barrette de 8 Go ira très bien. Attention cependant, j'ai changé d'avis au moment où j'ai finalisé en gros mon choix de matériel pour cette vidéo. Je vais partir sur un kit de 16 Go.
de la Ballistix de chez Crucial, déjà parce que j'ai pu bénéficier d'une petite promo de chez Amazon, et ensuite parce que je m'oriente très probablement vers TrueNAS, et quel que soit de toute façon le choix que je fais, je serai plus à l'aise avec 16 Go de mémoire que 8 Go. Mais la quantité de mémoire, ça va dépendre directement du système d'exploitation que vous allez choisir. Alors ça c'est pareil, j'en ferai une vidéo dédiée, on va pas tout mettre dans la même vidéo. En fonction du système d'exploitation, TrueNAS, OpenMediaVault et d'autres, vous aurez besoin de plus ou moins de mémoire. TrueNAS, lui, a besoin de beaucoup de mémoire. En tout cas, il est recommandé d'avoir de la mémoire, donc c'est pour ça que je pars sur 16 Go, comme ça moi je suis tranquille pour le futur, mais vous pouvez avec OpenMediaVault sans souci, vous serez à l'aise avec 8 Go, parce que je vous rappelle qu'OpenMediaVault, il tourne même sur un Raspberry Pi 4, donc quoi qu'il arrive, vous serez à l'aise. Un truc qui est important à savoir, c'est si vous voulez choisir correctement la quantité de mémoire, le processeur que vous allez retenir, vous allez directement sur le site du système de NAS que vous allez sélectionner, TrueNAS, OpenMediaVault ou autre. En général, vous trouverez toujours attaché quelque part dans la documentation et en tout cas lié au site quelque part, vous trouverez des recommandations sur ce qu'il faut choisir. Donc vous voyez que, par exemple, si vous partez sur du TrueNAS, on demande 8 Go de RAM. C'est un minimum requis, et c'est beaucoup pour un NAS, 8 Go de RAM, c'est énorme. C'est même trop, je trouve, par rapport à ce qu'on est censé attendre d'un système de NAS. Mais bon, c'est les prérequis pour TrueNAS, donc si vous partez sur TrueNAS, vous voyez qu'ils le disent dès le départ. L'autre chose qui est aussi décrite sur ces pages-là, c'est de quoi vous avez besoin en termes de stockage. Donc, par exemple pour TrueNAS, mais c'est vrai pour beaucoup de systèmes, vous devez dissocier le stockage de l'OS du stockage à long terme de vos données. Donc il vous dit très clairement que vous devez avoir soit un petit SSD, soit un disque dur dédié, séparé donc de la grappe de disque dur que vous allez retenir pour votre stockage, et vous pouvez éventuellement utiliser un lecteur USB en tant que boot, mais c'est pas recommandé. Voilà, et donc il vous explique exactement de quelle taille vous avez besoin, donc c'est 8 Go de stockage, 16 Go, donc vous voyez que vous pouvez partir sur un tout petit SSD, pas besoin de partir sur un 500 Go comme j'ai là, un petit SSD de quelques gigas, de quelques dizaines de gigas suffirait, si vous en avez un à recycler ou si vous trouvez une bonne affaire, ça peut être intéressant. Pareil, OpenMediaVault, alors ici je suis sur je suis sur le wiki, mais vous avez aussi les informations. Mais OpenMediaVault étant beaucoup plus léger, il tourne très bien sur de l'ARM, mais ici on va être sur de l'X86-64, dans notre cas de figure. 1 giga de mémoire vive, donc vous voyez que, par exemple, avec OpenMediaVault, vous pouvez vous contenter d'une barrette de 2 Go ou d'une barrette de 4 Go, vous serez bien. Et pour le disque système, vous avez besoin de 4 Go, mais c'est dit clairement que vous avez besoin de plus que la capacité de la RAM, donc si vous prenez 2 Go de RAM, vous prenez plus de 2 Go, etc. Et puis, toujours les disques durs pour stocker, là ça va dépendre de ce que vous voulez en faire. Voilà, donc là ça vous explique en gros ce que vous devez chercher, et donc une fois que vous avez ces infos-là, de toute façon, vous savez, je vous ai conseillé en termes de carte mère, en termes de processeur, ensuite vous allez chercher en termes de mémoire, donc ce sera soit de la DDR4, et donc dans ce cas-là vous cherchez 4-8 Go, donc voilà, c'est très facile sur Amazon de trouver les produits qui vous intéressent. N'allez pas taper dans du haut de gamme, on est en train de faire un NAS, donc voilà, une Corsair Vengeance APX, c'est le produit que je vous ai montré, 42 € les 8 Go, ça suffit largement, ça fera tourner TrueNAS comme OpenMediaVault, alors TrueNAS normalement, OpenMediaVault à l'aise largement, et vous serez tranquille. Si par contre vous choisissez des solutions entrée de gamme, et bien là vous partez sur la mémoire SODIMM, donc on la voit ici, c'est marqué clairement, c'est SODIMM, on peut pas se tromper, partez bien sur ce format-là si vous sélectionnez les premières cartes mères que je vous ai montrées, les cartes mères SoC, donc à SoC, et dans ce cas-là, il faudra ce type de mémoire. Ça change pas grand-chose en termes de prix, c'est le format vraiment qui est différent. Donc, faut acheter la mémoire qui correspond au format de carte mère que vous avez retenu. Alors là, on a le cœur de la machine. Très bien, on a vu donc le processeur, on a vu la carte mère, on a vu la mémoire. Les disques durs, je vous ai dit, on verra plus tard, mais vous pouvez faire du recyclage et faire en fonction de ce que vous avez. Donc là, il y aura une vidéo dédiée sur le choix du disque dur. Reste 2 derniers points. Un des derniers points, c'est le choix de l'alimentation. Alors là, à nouveau, le choix de l'alimentation, il va être critique. Si vous êtes sur de la compacité, vous avez le choix de l'alimentation SFX. Moi, j'ai pas fait ce choix-là, j'ai pris une alimentation ATX, parce qu'en général, les alimentations SFX, même si elles sont plus compactes, elles sont plus chères. Par contre, vous aurez, sauf si vous allez dans le très puissant et vous en avez pas besoin avec un NAS, vous aurez des puissances similaires en SFX ou en ATX. Donc ici, c'est une alimentation de seconde main, je l'ai acheté en Amazon reconditionné. J'ai pris une 400 watts, ça peut paraître ridicule par rapport à ce qu'on voit sur le marché actuellement.
Mais 400 watts, ça suffit largement pour faire tourner la plateforme que je vous ai montré avec pas mal de disques durs. Il y aura absolument aucun souci. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on sera pile dans la partie la plus efficace de l'alimentation. L'alimentation, elle a un graphique en cloche, comme ça, où elle est très efficace, en gros, vers la moitié de sa puissance. Donc en gros, quand la machine consomme 200 watts, elle est, on va dire ici, sur une alimentation de 400 watts, quand une machine consomme 200 watts, elle est au top de son efficacité, puis elle est moins efficace avant, et moins efficace après. Cette machine-là, je pense qu'elle va consommer dans les 60 watts, quelque chose comme ça en tout. Donc je vais pas être au top de l'efficacité, donc vous voyez qu'on peut même descendre en termes de puissance. Mais bon, c'est difficile maintenant de nos jours de trouver des alimentations de moins de 400 watts, ça devient extrêmement compliqué. Donc malheureusement, pour monter des NAS, vous pourrez pas trouver des alimentations qui vous permettront d'être le plus efficace possible. Alors, l'autre manière d'être efficace, c'est le label ici que l'alimentation a. Ici, elle est bronze. Bronze, c'est du 80+, donc ça veut dire que quelle que soit déjà la consommation que vous allez lui appliquer, elle sera efficace au moins à 80%, donc son rendement ce sera 80%, donc 80% de l'énergie qu'elle va consommer sera retransmis en termes de puissance effective pour les équipements que vous allez mettre dessus, les disques durs, la carte mère, le processeur et tout ça, et vous pouvez monter en termes de qualité, donc au-delà du bronze, vous avez le gold, le platinium et tout ça, et là ça vous permettra d'avoir une alimentation encore plus efficace. La mienne a une autre particularité, elle est modulaire. Donc la modularité c'est quoi? La modularité c'est que tous les câbles qui sont livrés avec l'alimentation, alors ici elle est semi-modulaire, vous avez juste une nappe pour l'alimentation en elle-même du processeur qui est fixée sur l'alimentation, et tout le reste ça vient ici dans une botte de câbles, et vous choisissez ou pas de brancher ces câbles en fonction de vos besoins. C'est vous qui allez déterminer ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez faire avec votre alimentation. Que ce soit un i3, un i5, un Pentium, de toute façon, vous n'aurez pas de gros besoins en termes de puissance, il y aura que la consommation du processeur quasiment. Donc du coup l'alimentation suffira largement, elle alimentera les disques durs. Alors si vous avez beaucoup de disques durs, évidemment elle va être chargée, mais elle va tenir le choc. Et pareil pour le processeur, il n'y a pas besoin de trop gros. 50 € en termes de budget c'est bien, 400 watts, 450 watts, 500 watts, mais pas plus. Si vous mettez plus de 500 watts, en fait, je vous l'ai dit, hein, le souci ça va être le problème de rendement. Vous aurez une alimentation surdimensionnée, donc elle aura pas un bon rendement. Même si vous la prenez en 80+, en 80 platinium, peu importe, vous aurez un rendement moyen. Alors il y a des marques qui sont incontournables, je dirais, sur le marché des alimentations. Prenez directement, si vous voulez pas vous embêter, vous prenez une Corsair, une Seasonic ou une Be Quiet, comme ça vous serez tranquille. En termes je pense l'alimentation c'est un des éléments les plus importants sur une machine, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit un NAS ou un PC, c'est ce qui apporte la fiabilité à votre machine. À la fois par rapport au réseau, une surtension, un truc comme ça, si vraiment c'est grave, l'alimentation va claquer, mais elle va pas emmener avec elle le reste du matériel, si c'est une bonne alimentation. Une mauvaise alimentation, alors même si une bonne alimentation ça peut arriver aussi, mais une mauvaise alimentation elle a des fortes chances d'endommager le reste du matériel avec, ce qui est dommage, tout de suite c'est un coût supérieur. En tout cas, une bonne alimentation, elle fournit aussi des bonnes tensions, c'est ça qui fournit un PC qui est stable et qui a pas de soucis. Donc choisissez dès le départ quelque chose d'intéressant en termes d'alimentation. Vous voyez qu'en entrée de gamme, que ce soit par exemple chez Corsair, sur de l'ATX, l'alimentation ATX en 80+, ou 80 bronze, on est quand même sur un budget de 50 €. Mais vous avez aussi du Seasonic, des très bonnes alimentations comme celle-ci chez Seasonic. De toute façon, je vous mettrai en description quelques produits que moi je vous conseille. Donc vous avez l'alimentation de chez Seasonic et puis du Be Quiet si vous voulez aussi quelque chose de correct. Vous aurez dans cette gamme de prix du Be Quiet. Alors là on est sur de la TX, si vous voulez du SFX, que vous avez des besoins de compacité, c'est plus cher le SFX. Donc là par contre vous allez souffrir. Si je vous montre la même alimentation Corsair mais en SFX, déjà vous aurez moins de choix et en plus vous allez voir que tout de suite ça monte en prix. On n'a pas rien sans rien, si on a une alimentation plus compacte, va falloir payer plus cher. Mais normalement, même ce type d'alimentation vous suffira pour faire tourner ce type de plateforme, puisque vous n'aurez pas de carte vidéo qui consomme énormément et des choses comme ça. Donc, au final, ça vous suffira. SFX, si vous voulez la compacité maximale. ATX, ça suffit largement si votre boîtier est relativement... est pas trop compact. Et puis, modulaire, ça vous fera gagner du temps à l'assemblage de tout ça. Reste un dernier point, et je prends mon smartphone pour vous montrer, c'est le choix du boîtier. Ici j'ai deux options, le Node 304 et le Node 500. Donc là ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Le 304 il va vous permettre d'y stocker 8 disques durs, mais il n'a pas de baie en façade. Le 500 il a une baie en façade, ça va être un choix qu'il va falloir faire. Il y a d'autres choix qui existent en termes de boîtier, je vais vous montrer tout de suite sur mon écran de PC. Mais là, ce sera à vous de déterminer ce dont vous avez besoin exactement. Moi, je vous mettrai quelques petites variantes, avec éventuellement quelques boîtiers qui ont des racks en façade, mais là, ça coûte très cher si vous voulez avoir du disque extractible. Et honnêtement, je vois pas, il n'y a pas énormément de moments où on a besoin d'extraire à chaud comme ça ces disques
pour les changer par d'autres. Je pense que quand on a besoin de le faire, c'est en général quand on est dans un cas de panne, en tout cas quand on est un particulier. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez perdre 2-3 minutes pour dévisser les vis et ouvrir votre boîtier. C'est pas très très gênant. Le choix de raison pour moi, c'est le Fractal Design Note 304. Déjà parce que j'aime bien la marque Fractal Design et je m'en cache pas. Et aussi parce que dans les boîtiers mini ATX, c'est celui qui vous permettra d'être le plus logeable, le plus économique en rapport qualité-prix toujours, et puis surtout qui vous permettra d'y stocker des disques durs. Donc ici vous avez quand même 3 racks de 2 disques 3 pouces et demi, donc 6 disques durs 3 pouces et demi que vous pouvez mettre dedans, ce qui conviendra à je pense 95-99% des besoins des gens qui vont regarder cette vidéo. Évidemment ils sont pas extractibles à chaud, donc vous ne pourrez pas comme ça démonter vos disques durs avec un accès sur la façade. Je vous l'ai dit, je pense que c'est anecdotique. Ce qui est super intéressant avec ce boîtier, on le voit ici, c'est que l'alimentation s'installe là sur le devant. La ventilation est exceptionnelle avec 2 ventilateurs 120 mm à l'avant, un ventilateur 140 mm à l'arrière. Donc très très bon refroidissement au global et en plus les disques durs sont bien ventilés, avec des filtres partout. Et en plus, ici vous avez une place phénoménale pour la carte mère, ce qui est pas bien que pour le refroidissement de la carte mère, c'est aussi pratique pour pouvoir travailler dedans. Parce que quand on n'a pas l'habitude d'assembler un PC, ça devient tout de suite très compliqué quand on est dans des petits boîtiers confinés. Donc c'est quand même sympa quand on a un petit peu de place pour y installer sa carte mère sur radiateur et pouvoir y connecter sans trop de galère tous ces câbles, parce que mine de rien, il va y avoir quand même pas mal de câbles d'alimentation, câbles SATA et tout ça. Donc pour moi, un très bon rapport qualité-prix. Moins bon rapport qualité-prix, le Note 500, qui sera intéressant que si vous avez vraiment besoin de ce lecteur en façade, mais je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'un lecteur en façade parce qu'ils ont besoin de faire du RIP, des choses comme ça. Sur le principe, c'est la même chose, sauf que vous voyez qu'on perd les chariots de disques durs. Donc on a moins de disques durs à l'intérieur, par contre le boîtier est tout aussi logeable. Donc c'est un gros compromis à faire, parce que là, pour le coup, vous séparez de pas mal de disques durs en échange d'une baie 5 pouces 1/4. La baie 5 pouces 1/4, vous pouvez lui mettre soit un disque optique, soit lui mettre un disque dur extractible. Alors ça, c'est super pratique si, dans vos besoins, vous avez besoin d'avoir au moins un disque dur que vous pouvez facilement ajouter ou enlever dans la machine, sans avoir besoin de l'ouvrir à chaque fois, et ça coûte pas si cher, un petit support, un petit rack, 5 pouces 25 vers 3 pouces et demi. Faites très attention aux boîtiers entrée de gamme, on peut être tenté par prendre des boîtiers ITX d'entrée de gamme, comme ici le Thermaltake. C'est pas que ce boîtier-là est mauvais, mais ce boîtier-là est vraiment dédié pour faire une petite machine standard, un HTPC que vous mettez à côté d'une télévision, ou une petite machine de bureau, peut-être même pour jouer, hein, pourquoi pas, mais en tout cas c'est pas une machine qui est faite pour faire du NAS, parce qu'elle va avoir du mal à héberger vos disques durs dedans. Il y a assez peu d'emplacement, c'est pas fait pour, donc au final vous allez vous retrouver avec une machine qui certes vous pourrez y mettre la carte mère, mais vous ne pourrez pas y mettre beaucoup de disques durs, un peu comme le Core 500 d'ailleurs, donc c'est pas un bon choix, vous allez économiser quelques dizaines d'euros, mais en même temps vous pourrez pas en faire grand chose derrière. Une bonne solution, c'est, je vous l'ai dit, le Inwin MS04. Le souci de ce boîtier-là, c'est la finition, c'est le bruit de l'alimentation, parce que du coup, comme vous avez une alimentation FlexATX, vous avez un tout petit ventilateur de 40 mm à l'arrière, et c'est ultra bruyant par rapport à un ventilateur de 140 ou de 120 mm. Gros problème, donc il va sûrement falloir ouvrir l'alimentation et remplacer ce petit ventilateur par un ventilateur Noctua de 40 mm pour avoir un truc un peu silencieux. Et l'autre souci, c'est la fiabilité de l'alimentation FlexATX. Inwin n'est pas fabricant d'alimentation, je sais pas qui leur fabrique, mais je sais qu'il y a quelques clients qui se plaignent de la fiabilité de l'alimentation. Alors ça se remplace, mais c'est quand même dommage quand on a dépense 160 € de devoir remplacer l'alimentation si on n'est pas sûr de sa fiabilité. Donc voilà, c'est à voir, mais en tout cas, dans cette gamme de prix, c'est imbattable, vous aurez une alimentation et un boîtier qui vous proposera des racks en façade, donc si vous voulez vous faire un petit NAS, c'est génial, et en plus, devant, vous avez le lecteur. Moi, c'était ce que j'avais retenu, hein, j'ai failli me prendre ça pour mon NAS. Donc c'est un choix qui est tout à fait pertinent si vous voulez avoir des racks en façade. En plus, le boîtier Inwin est plutôt bien fini, c'est-à-dire que même si ça reste du plastique et des finitions très basiques, ça reste quand même quelque chose qui va pas vous rester dans la main, donc c'est sympa. À côté de ça, vous avez des boîtiers très haut de gamme. Alors, faites pas attention au prix de 400 € ici, c'est pas son prix, il est plutôt à 200 € ce boîtier Silverstone. Ce sont des boîtiers haut de gamme avec plein de baies, mais faites très attention. Il y a un piège dans ces boîtiers ITX là, et le piège, c'est la manière dont sont faits les racks. Alors, je vais essayer de vous montrer avec une photo de vue de dessus. Ici, par exemple, c'est une machine qui vous dit 8 racks à disque dur, mais c'est 8 racks de disque dur 2 pouces et demi. Alors, on verra dans ma vidéo sur les disques durs, je ne vous conseille absolument pas les disques durs de pouces et demi pour du NAS.
c'est des disques durs qui sont moins fiables, c'est pas fait pour faire du stockage et tourner 24 heures sur 24, c'est des disques durs qui sont faits pour leur usage, c'est-à-dire l'usage de mobilité, la compacité, des choses comme ça. C'est pas des usages de NAS, et donc je ne peux pas vous conseiller ce type de produit. Déjà ça coûte cher, et en plus c'est des racks en 2 pouces et demi. Donc faites attention, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous trouverez beaucoup de boîtiers TX qui vous proposent certes des racks, mais des racks en 2 pouces et demi. Alors en 2 pouces et demi vous avez aussi du SSD, mais c'est pareil, faire du NAS en SSD, c'est très cher, vous allez avoir moins de capacité de stockage et moins de fiabilité. Le SSD, c'est pas une technologie qui est faite pour le stockage à long terme, on en reparlera donc dans ma vidéo sur le stockage. Donc même si la compacité peut vous plaire, le prix, la finition ou le nombre de baies, pas de boîtier avec des baies de 2 pouces et demi. Pour moi, c'est pas adapté à l'usage NAS, quoi qu'en disent certaines marques. Voilà en ce qui concerne le choix du matériel. J'ai essayé de faire au plus efficace, au plus vite. Je vais faire une deuxième vidéo sur laquelle je vais faire l'assemblage de tout ça dans le boîtier. Donc ça vous laisse le temps de réfléchir à tout ça, et puis peut-être de me synthétiser vos questions, vos remarques. Comme ça, moi, je rebondirai dans une suite à cette vidéo où je pourrai reprendre vos questions, reprendre vos interrogations éventuellement, et s'il y en a en tout cas, et puis reprendre tout ça à plat, puis vous expliquer ce que je pense par rapport à vos interrogations, et ce que je vous conseille de faire. Voilà en gros, normalement vous savez tout sur le matériel à acheter pour vous faire votre NAS DIY si vous partez sur du matériel neuf, ou si vous voulez partir sur du matériel d'occasion et vous avez besoin de le compléter avec certains produits. Faites bien attention à la compatibilité de tout ça. Allez pas recycler du matériel en achetant la mémoire qui est pas compatible avec votre carte mère, ou le processeur qui va pas avec votre carte mère, ou inversement, vous récupérez un processeur et vous achetez pas la carte mère qui va avec. On fait bien attention aux sockets, on fait bien attention à la génération de la mémoire. Pour les disques durs en général, si vous partez sur du SATA, vous aurez pas de soucis. Et surtout, on fait attention au format. Si vous partez sur une carte mère ITX, vous vérifiez que votre boîtier accueille les cartes mères ITX. Si vous partez sur une alimentation ATX, faites attention que votre boîtier accueille une alimentation ATX. Si vous partez sur du SFX pour l'alimentation, faites attention, tous les boîtiers n'accueillent pas du SFX. Il faut parfois des plaques adaptatrices. Voilà, tout ça c'est des choses dont il faut faire attention. Donc on liste bien sur un bout de papier ou sur son ordinateur les produits qu'on retient, et on vérifie pour chaque produit la compatibilité entre ce produit et les autres. Sinon vous risquez d'avoir des soucis et des mauvaises surprises au moment où vous allez assembler tout ça. Voilà, j'espère que cette toute première vidéo vous aura intéressé. Je vous retrouve bientôt dans une seconde vidéo où on verra l'assemblage de tout ça dans le PC. Et donc là, ce sera pour vous l'occasion de voir comment on assemble la NAS. Vous allez voir, c'est très facile, c'est pas très compliqué, ça se fait vite, et ça ne nécessite pas des compétences particulières. Par contre, il faut juste être méticuleux sur ce qu'on fait, et c'est pour ça que je vous le fais en vidéo, comme ça vous verrez exactement étape par étape, expliqué. Donc je vous documenterai tout ça pour que vous voyez bien que c'est pas compliqué, mais que ça nécessite de le faire de manière rigoureuse, et en prenant soin de bien, en le faisant de manière rigoureuse et en prenant soin de pas faire de bêtises à chaque étape, pour être sûr qu'à la fin on aboutit sur un PC qui est fonctionnel. Voilà, merci d'avoir regardé cette première vidéo sur le NAS DIY, j'espère que ça aura déjà répondu à quelques-unes de vos questions, puis je vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos. Merci et au revoir.